Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 30 novembre 2022, nous sommes là pour vous informer, pour vous donner les informations sur la République démocratique du Congo. Je dis bonjour à tous les internautes ou à tous les téléspectateurs de Canal King qui vont devoir nous suivre cette fois-ci le jeudi à la rediffusion à 14h25, toujours sur la même chaîne Canal King Télévision, la télé-vérité. Je salue tous les internautes qui nous suivent actuellement à travers le monde. Merci pour cette confiance. Nous sommes là pour vous. Je l'ai toujours dit, la République démocratique du Congo nous appartient à nous tous. Chacun doit apporter sa pierre de contribution pour permettre à cette grande nation d'aller de l'avant. Ce soir, j'ai le réel plaisir de vous annoncer mon invité. C'est le secrétaire général du Nouvel Élan, Maître Blanchard Monumba. Avec lui, nous allons devoir parler de l'actualité d'abord de ce grand parti Nouvel Élan, et puis nous allons parler aussi de la République démocratique du Congo. CG, Maître Blanchard, bonsoir. Bonsoir Mariam Bongo, merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est toujours un réel plaisir lorsque on reçoit l'invitation de Canal King, surtout Ecopol. Ça a toujours été un réel plaisir parce que c'est un moment d'échange républicain qui permet à ce que nous puissions donner notre lecture par rapport à l'actualité, la situation du pays. Donc voilà, on est là très ouvert pour répondre à vos questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Nouvel Élan, parti politique du président Adolphe Muzito. Vous avez entrepris il n'y a pas très longtemps, je dis, le parti dans son ensemble, beaucoup d'activités au niveau du Congo profond. Vous êtes revenu ici à Kinshasa. En peu de mots, vous êtes satisfait de tout ce que vous avez fait d'abord au niveau de l'intérieur? Je dirais en partie oui, parce que la tournée ou les différentes descentes que nous avions effectuées à l'intérieur du pays, c'était justement pour que nous puissions communier avec la base, mais surtout le peuple congolais dans son ensemble, parce que comme vous le savez, un parti politique, ce sont les idées, c'est une idéologie, c'est un programme, c'est une orientation. Et lorsque nous descendons sur terrain, pour nous, c'est non seulement dans le cadre de la redynamisation de nos différentes activités internes, mais aussi c'est une opportunité pour nous de jauger le niveau de l'acceptation, l'accueil de la population par rapport à nos idées. Parce qu'il ne suffit pas de créer un parti politique et vous limiter au niveau de votre bureau climatisé. Il faut encore s'assurer que les idées que vous portez, le programme que vous envisagez mettre au profit de la population est bien accepté, bien accueilli, bien reçu par cette population. Et c'est ça justement qui fait l'objet de notre satisfaction, parce que nous nous rendons compte que le peuple est en symbiose, le peuple est en osmose avec nous. Lorsque nous amenons par exemple par rapport à la situation de l'Est du pays, les idées que nous apportons, nous sentons que tout au début, nous n'étions pas compris. Je parle ici précisément de l'initiateur de notre parti politique, Adolphe Muzito. Il a été critiqué, vilipendé par ses pairs, ses collègues, ses amis, leaders, effectivement, puisque c'est depuis 2019 qu'il a parlé de cette question, mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui en parle. Je peux prendre aussi la question, par exemple, lorsqu'on parle de la fiscalité aujourd'hui de notre pays, on se rend compte que de plus en plus, les pays est en train d'enregistrer des bonus de plus-value par rapport aux prévisions prévues aussi. Exactement. Donc ce sont là les idées qui montrent que le peuple est avec nous, le peuple est en train de comprendre la démarche du Nouvel Élan par l'entremise de ses cadres, surtout de son leader, avec les idées que nous apportons. Donc pour nous, je peux dire que c'était un motif de satisfaction, puisqu'on a senti que le peuple est avec nous, le peuple nous suit, et lorsqu'il faut critiquer, il nous critique, lorsqu'il faut encourager, il nous encourage. Et ça nous motive à pondre encore d'autres idées, à apporter encore d'autres innovations, de manière à ce que nous puissions travailler pour l'intérêt de ces peuples-là, parce qu'un parti politique, on ne le crée pas pour soi-même, mais on le crée pour les autres, parce qu'on est appelé à gouverner, à gérer pour la satisfaction du bien-être de la population. En interne, ici au niveau de Kinshasa, vous avez aussi des échanges avec quelques militants. Comment ça aboutit? Comment vous jugez actuellement l'état d'esprit des militants de Nouvel Élan ici à Kinshasa? Non, je crois que c'est, en tout cas, dans cette même lancée, c'est que à Kinshasa, comme un peu partout ailleurs, les militants comprennent que le parti politique Nouvel Élan ne s'inscrit pas
dans la même logique que les autres partis politiques, comme nous l'avions, nous avons l'habitude de voir nos partis politiques ici. Les partis, c'est plus les Jalelo, le parti, c'est plus une sorte de culte des personnalités autour du leader et autres. Mais au Nouvel Élan, ce sont les idées qui prennent les dessus. Lorsque vous êtes au Nouvel Élan, vous avez des idées, vous avez en tout cas une intelligence grise et que vous pensez, vous estimez mettre ça au profit de la population de la République. Nous ne nous empêchons pas justement de nous servir de ces idées de manière à ce que nous puissions faire avancer les choses. Donc, moi, je dirais que je peux prendre l'exemple de la dernière marche que nous avions organisée le 17 novembre dernier. C'était sur toute l'étendue de la République, mais ici à Kinshasa, je crois que vous aviez vu les images, comment la population quinoise, plus d'1 million de Congolais s'était mobilisée autour du Nouvel Élan. Encore que, il faut souligner que c'était à l'absence de notre leader. Adolphe Muzito n'est pas à Kinshasa. Lors de cette marche, il n'était pas non plus avec nous. Nous étions seuls, mais vous sentez l'engouement, vous sentez la mobilisation, la détermination de la population. Pourquoi? Parce que cette population s'accroche plutôt aux idées qu'aux personnes que nous sommes. Donc, ni Adolphe Muzito, ni Blanchard Mongomba, mais ce sont plutôt les idées qui intéressent ceux qui viennent autour du Nouvel Élan. Donc bref, nos militants sont bien préparés pour que nous puissions mener ces combats d'idées au lieu de nous limiter au débat autour de personnes. Je vous pose cette question, je ne parle pas que de la Mouka. Au début, Nouvel Élan semblait fonctionner dans une structure pratiquement en groupe avec d'autres alliés aussi de l'opposition, parce que vous êtes un parti de l'opposition. Mais il s'avère qu'il y a un bon bout de temps où vous faites pratiquement carrière solo, si, comme le disent les musiciens, vous êtes un peu seul dans votre coin en train de travailler. Est-ce que vous vous sentez suffisamment aguerri? Vous avez suffisamment de moyens? Vous dites que non, Nouvel Élan peut aller seul, ou c'est pour des raisons stratégiques? Non, je crois que surtout le système politique de notre pays, il est très difficile qu'un seul parti politique prétende mobiliser, travailler tout seul pour réussir, soit gagner les combats de la résistance, soit gagner le combat des élections, ou encore espérer gouverner tout seul. C'est très compliqué. Il faut nécessairement se retrouver avec les autres associés, mettre les idées ensemble de manière à aller de l'avant, espérer obtenir gain de cause. Mais il faut souligner que à l'étape de la résistance, nous sommes actuellement à l'étape de la résistance. Et par rapport à ça... Même si vous êtes par moments mal compris par vos alliés de l'opposition, je voulais dire. Exactement, on est par moments mal compris, mais nous disons que le plus important, c'est de rester, d'être convaincu de ce que nous faisons. Parce que pour nous, la résistance, on ne peut pas la mener avec plusieurs têtes, de peur que vous puissiez être infiltré et déstabilisé. Aujourd'hui, comme vous le savez, après les élections de 2018, il y a eu les tandems Adolphe Muzito et Fayulu qui a fonctionné, et vous aviez vu les résultats pendant quelques années, pendant un temps. Et pour nous, il ne fallait pas s'associer aux autres dans le cadre de la résistance. C'est vrai que lorsqu'il faut, par exemple, aller dans le sens des élections, aller travailler pour conquérir les sièges, le Quand mandat... vous évoquez les autres, vous faites allusion à qui concrètement? D'autres opposants, parce qu'au stade actuel... Vous avez pratiquement la même vision, vous défendez les mêmes causes. Ça aurait été une bonne chose de travailler en synergie ensemble. Non, aujourd'hui... Vous rétractez. Non, vous avez des soupçons par rapport à d'autres personnes? Je vais être plus concret. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous définissons comme résistance. Mais nos amis, par exemple, du PPRD et le FCC, se définissent comme opposition. Or, nous savons que ces amis du FCC étaient à la baguette, étaient à la manœuvre pour créer la situation que nous décrions aujourd'hui. Donc, ce sont eux qui ont travaillé pour tripatouiller le résultat ensemble avec Corneille Nangaa au niveau de la CENI, de manière à ce que la vérité des urnes ne soit pas dite telle que ça a été voulu par son auteur, par le peuple. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ces mêmes cadres du FCC et PPRD qui se retrouvent dans l'opposition. Ils veulent cheminer ensemble avec nous. Mais c'est une situation de fait, ils sont déjà dans l'opposition. J'imagine que vous êtes à la reconquête du pouvoir de manière pacifique. Donc vous êtes obligé de travailler avec eux. Comment vous allez faire alors? Parce qu'ils sont avec vous dans l'opposition. Ou vous allez partir en 2023 en ordre dispersé?
Non, nous faisons une nette différence entre les combats pour avoir les bonnes élections, c'est-à-dire le combat de la résistance, et les combats pour, en tout cas, conquérir le siège, le combat pour les élections. Il y a une nette différence. Au stade actuel, nous disons que nous sommes encore dans la résistance. C'est vrai, vous allez me parler du calendrier électoral et autres. Nous allons venir bientôt. Mais nous continuons encore à militer, à nous battre pour que nous puissions avoir les réformes, assainir le paysage, en tout cas électoral, de manière à ce que nous puissions nous assurer que nous sommes en train de nous engager à un processus qui n'aura pas trop de couacs et que ça va aboutir au résultat voulu, le résultat de la vérité des urnes. C'est ça les combats de la résistance. Et par rapport à ça, nous disons que nous ne pouvons pas nous associer avec tout le monde, parce que pendant que nous continuons dans la logique de la vérité des urnes, la logique de réforme, puisque ayant été victimes de ce qui s'est passé en 2018, nos amis du PPRD n'étaient pas victimes en 2018 et étaient plutôt les bourreaux. Ils étaient ensemble avec ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, le régime actuel. Donc voilà, pour vous, ils ne sont pas crédibles, ils sont plus crédibles. Non, peut-être même si en étant dans l'opposition, ils sont plus crédibles. Oui, par rapport au combat de la résistance. Par rapport au combat de la résistance, pour nous, nous considérons que nous ne pouvons pas résister ensemble avec eux, d'autant plus que eux, ils étaient à la baguette, ils étaient à la manœuvre pour créer la situation actuelle. Voilà pourquoi nous disons que nous devons rester vigilants, tout en ayant en tête que nous ne pouvons pas gagner tout seuls, nous devons nous ouvrir lors des alliances électorales, mais pendant la résistance, qui approche bientôt, je crois que et la résistance va tomber quand? En tout cas très bientôt, parce que jusqu'aujourd'hui nous considérons que, regardez même la loi électorale telle que ça a été publié, je sais que on va en parler, nous allons en parler, mais ça montre déjà qu'il y a des problèmes, et que ça nécessite une bataille, une résistance, un combat pour que les choses s'améliorent. Donc nous considérons que la résistance pour nous ne peut pas finir tant que nous n'avions pas encore trouvé le consensus, tant que nous n'avions pas encore trouvé le juste milieu qui met toutes les parties prenantes à l'aise. Donc à ce jour, il n'y a que ceux du FCC qui se sentent très à l'aise à aller aux élections dans les conditions actuelles. Or, nous qui sommes dans la aussi de fragiliser l'opposition, de fragiliser ceux qui ne sont pas au pouvoir. Ça fait partie des stratégies. Ça fait partie des stratégies de ceux qui sont aux affaires. Donc ils pensent qu'en le faisant, ils vont nous décourager, mais nous disons que non, nous n'allons pas nous décourager. Nous tenons à ce que les élections aient lieu en 2023 dans le délai constitutionnel tel que voulu par notre peuple, mais nous n'accepterons pas qu'on nous amène comme de moutons de panurge, qu'on nous amène aux élections vaille que. Non, nous devons nous assurer que les conditions sont réunies, nous devons nous assurer que tout est en règle, de manière à ce que nous, lorsque nous allons nous jeter dans cette bataille électorale, que nous ne puissions pas nous sentir déjà perdants en avance. Nous devons être tous sur les mêmes pieds d'égalité, avoir tous les mêmes armes, comme le disent les juristes, de manière à compétir au même niveau et voir qui sera le meilleur d'entre nous. 2 ans passés, le président Muzito, président Nouvel Élan, avait pratiquement prédit tout ce qui se passe ici en termes de guerre. Il avait même dénoncé et dit des choses par rapport à M. Kagame. Il fallait carrément couper les relations, carrément faire la guerre à M. Kagame. Aujourd'hui, les faits lui donnent pratiquement raison. Donc sûrement qu'il a dû anticiper. Mais nous avons besoin de l'intelligence de tout le monde pour pouvoir aider la République à aller de l'avant, à faire des choses bien. Il a donné des propositions avant, maintenant l'avenir nous donne raison, le temps lui donne raison. Est-ce que si le président Félix demande au président Muzito de venir travailler en ce moment pour essayer de trouver des pistes de solutions pour mettre fin à la guerre, comment vous allez gérer ça? Parce que maintenant c'est la cause elle est commune. Non, nous pensons qu'il ne s'agit pas ici d'une question de personne, entre Muzito, Tshisekedi, Kabila, Fayulu. Non, il ne s'agit pas de personne, il s'agit plutôt de la République. Et lorsqu'on parle de la République, nous mettons en place ou en avant-plan les idées que les uns et les autres apportent. Adolphe Muzito, vous l'aviez dit, a présenté ses idées, ses recommandations pour gagner la guerre de l'Est, que les autres aussi montrent les leurs. Comme ça, les débats va se faire au niveau de la nation, au niveau de la République, autour de ces idées. Il ne faudrait pas nécessairement que Muzito se retrouve avec Tshisekedi ou je ne sais pas moi qui pour espérer obtenir ces idées. Pas du tout. Dans ces situations nouvelles, elle en préconise quoi? Où nous sommes aujourd'hui agressés, que nous devons
faire face à cette situation? Vous préconisez quoi concrètement? Nous, concrètement, je crois que vous l'aviez dit. Donc, Adolphe Muzito, depuis 2019, il était l'unique, si pas le rare, leader politique, acteur politique de la République démocratique du Congo à s'assumer publiquement. Il s'est assumé publiquement en disant que cette situation de l'Est de notre pays date de plus de 20 ans et si nous ne nous réveillons pas de maintenant, ça va perdurer. Parce qu'il faut savoir que les Congo est convoité par rapport à son étendue. On a 2 345 900 km². Le Congo est convoité par rapport à ses richesses. Nous avons plus de 6 000 milliards estimés de, en tout cas, potentialité selon les experts. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui feront à ce que nous soyons toujours menacés, inquiétés et dérangés. Et Adolphe Muzito, pour pallier, pour faire face à cette situation, il avait dit clairement que nous devons nous préparer à faire la guerre. Nous devons nous préparer à avoir une armée forte, laquelle armée devrait être capable de répondre, voilà, tout à fait, puisque ça va continuer. Nous avons 9 frontières et nous devons nous mettre en tête que si pas aujourd'hui, demain, les autres pays frontaliers risqueront de nous mettre mal à l'aise et nous devons déjà nous préparer, nous devons anticiper. Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Or, la gestion de la cité, c'est aussi l'anticipation. Mais il a été vilipendé, il a été mal vu par plus d'un. Et aujourd'hui, je crois que les événements lui donnent raison. Parce qu'on a vu, depuis que cette situation d'insécurité a commencé dans notre pays, il y a eu plusieurs accords signés, il y a eu plusieurs sommets en Afrique, au niveau international, mais ça n'a pas abouti. Il n'y a pas eu gain de cause. Aujourd'hui, nous pouvons même dire que les Nations Unies, par l'entremise de la MONUSCO, est en République démocratique du Congo depuis plusieurs années, mais aucun résultat. Maintenant, que faire ? Ou comment continuer à compter sur des personnes qui n'arrivent, ou les institutions au niveau international, qui n'arrivent toujours pas à nous apporter la quiétude. Pourtant, le Congo, ses filles et fils ont le devoir, tous tels que nous sommes là, nous avons le devoir de nous battre pour préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Nous avons le devoir et l'obligation de nous battre pour préserver justement les vies de nos compatriotes. Je crois que c'est l'article 63 de la Constitution de notre pays qui nous donne justement cette obligation-là. Voilà pourquoi Adolphe Muzito s'est assumé en disant que nous devons nous préparer à faire la guerre. Nous devons montrer aux autres que nous ne sommes pas toujours là pour pleurnicher. Avons-nous les moyens? Non, mais le moyen, c'est créer. Parce qu'il faut être réaliste, cette histoire dure plus de 25 ans maintenant. Est-ce que c'est en une année, 2 ans que nous pouvons mettre fin à cette guerre où il faut peut-être préparer des jalons qui pourront peut-être dans 5-10 ans mettre fin à cette guerre? Il y a eu beaucoup de choses au niveau, au niveau de l'Est, vous l'avez évoqué, des problèmes de richesse. Est-ce que il ne faut peut-être pas aussi réfléchir en interne, de s'asseoir en famille pour essayer de réfléchir? Oui, mais en interne, le problème, c'est que il y a un problème de, je ne sais pas s'il faut appeler ça mauvaise foi, parce que lorsque nous émettons nos idées, Adolphe Muzito parle de ses recommandations, il n'exige pas qu'on lui paye le droit d'auteur, qu'on lui paye, je ne sais pas moi, le travail intellectuel qu'il abat. Non, c'est pour l'intérêt de la République. Quoi de plus normal que de se servir de ces idées-là, de manière à aider à ce que nous puissions sauver l'intégrité territoriale de notre pays. C'est ça justement ce qui tue, ce qui ne permet pas à ce que nous puissions aller de l'avant. Nous disons que ça peut prendre les années que ça pourrait prendre. Oui, donc même si ça ne prenait pas un jour, ça peut nous prendre 10 ans, 5 ans, il n'y a pas de problème, mais il faut commencer quelque part. Et dans le quelque part, nous avons présenté des propositions. Oui, nos propositions se résument en 3. Lorsque nous parlons de faire la guerre, c'est-à-dire il faut avoir une armée forte, et pour avoir une armée forte, il faut préparer un bon budget. Et à l'époque, nous avions déjà parlé aussi. L'économie. Pour financer cette guerre. Pour financer cette guerre. Et nous avions déjà prévu une enveloppe de 1 milliard de dollars. J'ai vu le gouvernement sur ces points-là. Je crois qu'ils ont suivi. C'est une bonne chose. Mais maintenant, nous ajoutons un élément en disant qu'il faut sanctionner ceux qui détournent, ceux qui bouffent l'argent des militaires sans que ça en arrive au destinataire, sans que ça arrive au Là, c'est la grande graine, en fait. Exactement. Donc, il faut punir. Et il faut aussi aller aux réformes, nettoyer notre armée. Vous savez, depuis des années,
les experts des Nations Unies, il y a plusieurs rapports qui disent que voilà, notre armée est infiltrée, nous avons de gens qui travaillent au détriment de l'efficacité de notre armée, mais depuis que le régime actuel est là, combien de militaires avions-nous vu que ces régimes a sanctionné? Les généraux, les dignitaires, je veux citer ici. Donc, on n'a pas encore vu ça. Ça montre qu'il y a un problème au niveau interne. Donc, nous devons travailler sur ces terrains-là pour avoir une armée républicaine, une armée nationale composée de nationaux et de fils et filles de ces pays. Le deuxième point qui résume nos 10 recommandations, nous avions parlé de la construction d'un mur de séparation. Nous devons nous mettre en tête, développer l'idée de construire un mur de séparation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, cette frontière. Mais le frontière le plus menacé, notamment le Rwanda et l'Ouganda, c'est là où nous disons qu'il faut les placer en priorité de manière à limiter un peu ces menaces en dehors du territoire congolais. Et en ces moments-là, ça permettrait à ce que nous puissions avoir une administration au niveau des frontières. On va vérifier les entrées et sorties. L'immigration va travailler. Chacun aura à jouer son rôle de manière à s'assurer des entrées et des sorties de gens qui viennent en République démocratique du Congo et même ceux qui quittent le Congo pour aller ailleurs. Et ça permettra à ce que nous puissions construire le corridor qui va justement faciliter ce qui est échange économique et autres. Le troisième point, c'est ce que nous appelons la titrisation de terre. La titrisation de terre, pourquoi? Nous considérons que le Congo existe depuis l'époque, avant l'époque coloniale, avant la conférence de Berlin, avant même que nous ne puissions devenir indépendants, avant d'avoir l'indépendance au niveau international. Mais avant 1885, il existait bel et bien des communautés qui occupaient des terres en République démocratique du Congo. Mais ces communautés-là, pourquoi ne pas leur reconnaître le droit de propriété de leur portion de terre où ils ont habité et non pas se limiter seulement par une reconnaissance verbale? Il faut leur octroyer un titre juridique qui leur permettrait d'avoir le courage de jouir, d'abord de jouir de ces terres et le courage surtout de défendre de ces intérêts. Vous pensez que ce discours peut passer dans l'opinion actuellement? Non, je crois que c'est comme je l'ai dit. Donc, c'est un processus. Nous avions parlé de la guerre. La guerre, c'est à l'immédiat. C'est maintenant, nous devons... Déjà, on a vu les avions Sukhoi qui ont sillonné la partie Est. Voilà, la partie Est, surtout le territoire rwandais. Ça a créé des frissons, ça a créé des problèmes. Mais pourquoi arrêter? Il fallait peut-être continuer. On a arrêté. Donc, nous disons que il est possible de faire la guerre, au même moment travailler sur la perspective de riger un mur de séparation et au même moment travailler sur ce qu'on a appelé la titrisation des terres de manière à donner aux communautés locales le droit de défendre, de se battre pour leurs terres de manière légitime. Parce que le Congo est vaste. Le Congo, nous disons que au stade actuel, nous avons au kilomètre carré 48 Congolais. Donc, il y a tellement de l'espace. Mais regardez, au Rwanda, au kilomètre carré, vous retrouvez 500 Rwandais. Ça montre que le Rwandais... problème de densité. Ils seront toujours tentés de nous déranger pour accéder sur le sol congolais de manière à trouver de l'espace parce qu'ils n'ont plus d'espace chez eux. Donc, ce sont toutes ces questions-là qui doivent faire l'objet d'un débat national, d'un débat républicain, de manière à voir comment tirer ce qui est essentiel, ce qui est bon pour préserver les vies de nos compatriotes, mais surtout sauver la terre de Lumumba, la terre de nos ancêtres, puisque si... C'est pratiquement un slogan chez les hommes politiques, la terre de Lumumba, la terre de nos ancêtres. C'est comme ça que nous, au-delà du slogan... Avant de prendre la dernière question pour chuter sur le problème de la guerre, je vous pose la question en tant que politicien, parce que je me rends compte que c'est depuis 1960, nous sommes aujourd'hui en 2022. Le Congo a beaucoup de problèmes. Des problèmes de guerre dans les années 65. Aujourd'hui, quelques années après, nous repartons. Ça fait plus de 20 ans que la partie de l'Est de la République démocratique du Congo est en proie à des problèmes, de tueries, de meurtres, tout ça. Est-ce que nous pouvons dire que de 60 jusqu'à présent, les politiques congolais en général ont failli? Je dirais... Je parle dans l'ensemble, en fait. Oui, dans l'ensemble. En toute honnêteté, effectivement, je peux dire qu'il y a une certaine irresponsabilité. Il y a eu... de la part des politiques. Exactement, de la part des politiques. Parce que regardez, à l'époque du maréchal Mobutu,
Il y a eu effectivement de menaces, il y a eu tous ces mouvements, on a été inquiétés par nos le pays voisin, vous savez, la guerre de Moba, Katanga, tout ça, Angola. Donc, mais Mobutu avait pris conscience, il savait qu'il fallait se battre pour l'intégrité territoriale, il fallait se battre pour l'unité du Congo, et il s'est battu. Il disait même, s'il faut même aller pactiser avec le diable pour l'unité du Congo, il faut le faire. Donc lui, au moins comme leader éclairé, il avait cette vision-là, il avait compris. Mais depuis le départ du maréchal Mobutu, nous avons comme l'impression, personnellement j'ai comme l'impression que les leaders de politique actuelle ne comprennent pas encore la nécessité d'aller au-delà de ce que nous faisons. De leurs émotions aussi. Exactement. Exactement. Des visions tribales. Aujourd'hui, nous devons, cher Mario, nous souvenir que le Congo fait l'objet d'un complot international. Déjà, le Congo est né comme État indépendant, alors que tous les autres États ne sont pas nés indépendants. Il y a eu la présence de la Belgique, la France, Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne, qui se sont ligués pour créer le Congo. Donc le Congo a été créé en quelque sorte par la volonté de ces puissants-là. Et aujourd'hui, ces puissants continuent à considérer que les Congos, c'est leur affaire. Ils doivent se les partager tels qu'ils s'étaient mis d'accord lors de sa création comme État souverain. Même si les choses ont évolué autrement, même si les choses ont évolué, mais eux ont encore cette nostalgie. C'est à nous maintenant comme peuple de prendre cette conscience de manière à nous battre, à mettre en place tout ce qu'il faut pour ne pas assister ou subir la disparition de notre État, puisque les États meurent comme les individus, comme les citoyens meurent. Donc si nous ne travaillons pas, eh bien nous risquerons justement de subir ce que l'ex-Yougoslavie a subi. Les Irakiens ont subi, l'Irak et les autres. Même la Syrie actuellement. Exactement. C'est là où nous nous disons qu'il faut travailler dans les dépassements de soi, mettre de côté nos égos par rapport à l'intérêt de la nation, par rapport à la sauvegarde de nos frontières, pour que nous puissions tirer ce qui est bon, les idées qui émanent de partout, nous mettons autour d'une table, nous en discutons pour voir la faisabilité et passer à l'acte. Parce que s'il faut continuer à chercher à privilégier les intérêts égoïstes, parce que je veux venir au pouvoir, je vais signer un accord avec les M23, parce que je veux le pouvoir, je peux pactiser avec Kagame. Ça c'est propre aux politiciens congolais. Propre aux politiciens congolais, et malheureusement ça met en mal la souveraineté de la République. Regarde ce qu'ils ont fait récemment en Angola, avec cette histoire de zone tampon. Mais c'est une sorte de matérialisation du projet de balkanisation, parce qu'on a cédé la souveraineté de notre État. Lorsque vous créez une zone tampon, et dans cette zone, vous décidez à ce que les Congolais n'y accèdent pas. C'est voilà, donc c'est impensable, c'est illogique, c'est anormal. Mais les gens peuvent se faire, peuvent prendre une telle décision pour préserver leurs intérêts égoïstes au détriment de l'intérêt de la nation. Et c'est là où nous disons que nous devons mettre de côté nos égos, nous devons mettre de côté nos intérêts égoïstes de manière à privilégier ce qui est commun en nous. Et ce qui est commun en nous, c'est la mère patrie. La mère patrie ici, c'est la République démocratique du Congo. Donc je crois que c'est très fondamental. Nous devons aller dans ce sens-là. Si nous mettons ça en avant, nous allons comprendre qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation de menacer aussi les autres. Comment? En faisant la guerre, en appuyant sur l'accélérateur. Si nous avons cette conscience au moment. Si nous avons cette conscience, parce qu'aujourd'hui, tout en sachant que tout ce que nous avions connu comme accord, tout ce que nous avions connu comme sommet, n'ont pas abouti à un résultat escompté, mais nous continuons toujours dans cette logique. Moi, je me demande si c'est du passe-temps consenti, voulu, ou c'est par inconscience. Je ne comprends pas qu'est-ce qui arrive. Donc, lorsque je regarde que nous avons par exemple de l'uranium, qui fait bouger le monde. Lorsque je vois que nous avons des scientifiques de lithium aussi, de lithium, tout ça, ça peut nous aider à avoir un discours. Nous pouvons nous lever au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire que nous avions
depuis plus de 20 ans, plus de 2 décennies, assisté aux tueries de plus de 12 millions de Congolais dans la partie est de notre pays. Le Congo n'est vu plus en paix. Les Congos, regardez aujourd'hui, on a vu les calendriers de Messinanga, mais nous ne savons pas si nos compatriotes de Rutshuru vont voter. Donc ça, c'est une inquiétude. Et si devant les Nations Unies, nous disons que au secrétaire général des Nations Unies de trouver une solution à l'immédiat. Si cette solution n'est pas trouvée, nous, comme peuple congolais, nous allons nous assumer à utiliser, par exemple, l'uranium. Ne fût-ce qu'en termes de discours, sans l'utiliser complètement, ça peut déjà amener à ce sont des idées. Et c'est autour de ces idées que nous devons débattre. Ça peut être bonne ou mauvaise, mais nous devons construire une pensée congolaise. Nous devons construire une... En fonction des réalités. En fonction des réalités en face. Parce que je l'ai dit, cette situation, cher Mario, n'espérons pas que ça va finir aujourd'hui. N'espérons pas que le Rwanda vont rentrer chez eux et ils vont aller se frotter les mains et dire non, nous laissons le Congo en paix. Pas du tout. Ils vont continuer à nous mettre mal à l'aise. Et si nous pensons qu'avec de bouts de phrases de français, avec de sommets Angola, Kenya, que ça va arrêter cette situation, nous nous trompons. Nous devons appliquer les rapports de force, montrer aux autres que nous sommes capables aussi de faire plus que ce qu'eux font en République démocratique du Congo. Je crois que ça va faire reculer et la communauté internationale et la communauté sous-régionale qui semble être hypocrite face à la situation malheureuse qu'est subie la République démocratique du Congo. Maître Blanchard Mongomba, il est secrétaire général du Nouvel Élan, parti cher au président Adolphe Mouzitou, est l'invité de ce soir de votre émission Ecopole diffusée chaque mercredi aux environs de 22h10, la chaîne de télévision Kanakin. Et puis la rediffusion, c'est le jeudi aux environs de 14h25, toujours sur la même chaîne Kanakin Télévision. Je dis merci à tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Grande salutation à toi, Albert Mokolobondo, depuis Paris, vous nous suivez. Et sans oublier Michael Sassa en séjour ici dans la ville-province de Kinshasa. Maître Blanchard, il y a une question avant de terminer, la toute dernière concernant la guerre, avant de prendre la question sur le calendrier électoral. Le 3, je crois, le 4, ce dimanche, la Senco, les catholiques de toute la République vont sortir pour marcher de manière pacifique, dénoncer cet acte barbare, nous imposer cette guerre par les Rwandais et les Ougandais avec le M23. Est-ce que vous serez de la partie, vous, en tant que politicien, enfin, le Nouvel Élan? Non, je crois que le Nouvel Élan était, en tout cas le premier, pour ne pas dire parmi le premier, parti à se prononcer publiquement et ouvertement en disant que non seulement qu'il fallait organiser la marche du 17 telle que ça a été fait, mais nous avions dit que nous étions aussi ouverts à toute initiative. Le Nouvel Élan était prêt à prendre part à toutes les initiatives qui allaient en tout cas se mettre en place dans le sens de soutenir nos FRDC et encourager nos, c'est-à-dire soutenir nos compatriotes qui vivent dans la partie est de notre pays et encourager les FRDC à continuer à se battre pour préserver l'intégrité du territoire de notre pays. Donc, je dirais que pour nous, le 4, ce n'est pas un problème. Nous allons justement cheminer avec les autres chrétiens catholiques. D'ailleurs, j'allais peut-être oublier, le 3 décembre prochain, nous aurons, nous, Nouvel Élan, un meeting populaire à Kanluka. Et à l'occasion, je crois que nous allons mobiliser, appeler pour que les gens, les militants participent à cette marche appelée par la société civile, les églises, pour montrer justement notre solidarité en tant que peuple, montrer notre détermination à pousser à ce que nous puissions aller jusqu'à arracher la victoire face aux agresseurs de notre pays. Donc pour nous, il n'y a pas de prix à payer. Donc il faut participer. Nous sommes pratiquement à 12 mois des élections. Il faut qu'on se dise, le mois de décembre, c'est pratiquement demain. Le calendrier électoral vient de sortir. La difficulté, c'est à quel niveau? Pourquoi vous êtes en train de dire que ce n'est pas faisable? Et vous pensez qu'il y a moyen de réajuster le tir parce que nous devons avoir des élections. Nous ne pouvons pas glisser. La République n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, les Congolais? Non, merci beaucoup une fois de plus, Mario Mbongo, pour la question. Moi, je crois que le processus électoral ou la question électorale, c'est une question qui concerne tout le peuple.
ce n'est pas qu'une question qui concerne exclusivement la Commission électorale nationale indépendante ou les partis politiques que nous sommes en tant que partie prenante, mais nous disons que la question électorale, c'est une question qui concerne tous les citoyens parce que ça amène à prendre une décision laquelle permettrait à mettre en place, mettre au niveau des institutions les personnalités qui vont conduire justement à la marche du pays. Et nous disons que ce processus qui a une telle importance ne peut pas se limiter à un seul niveau où les décisions doivent se prendre et être imposées aux autres. Et nous l'avions, nous, en tant que la MOUCA, nous avions commencé par deux propositions. Nous avions dit qu'il fallait un minimum de consensus autour, premièrement, des acteurs qui devraient conduire à la destinée de cette institution. Mais vous avez vu, à l'époque, il y a eu promulgation et vote et promulgation de la loi électorale, de la loi organique de la CENI, sans tenir compte de nos propositions. Deuxième étape, il y a eu promulgation, vote et promulgation de la loi électorale sans tenir compte de nos propositions et malheureusement ça a créé un climat de méfiance, ce qui fait qu'aujourd'hui le processus est lancé mais sous cette tension, sous cette méfiance qui ne permet pas que nous puissions savoir si effectivement la CENI est de bonne foi ou elle ne l'est pas. Regardez maintenant, les calendriers électoraux arrivent. C'est vrai que ces calendriers arrivent en retard, puisque nous, au niveau de Nouvel Élan, nous étions parmi ces partis qui ont crié haut et fort depuis longtemps que la CENI était en train de travailler. Nous avions vu les opérations de la cartographie, nous avions vu plusieurs opérations sans qu'il y ait un calendrier électoral. La CENI nous a laissé entendre que non, elle était en train de travailler sur base d'une feuille de route et qu'il fallait s'en tenir à cette feuille de route. On a dit non. Feuille de route par consensus avec quelques... Non, il n'y avait pas de consensus parce qu'il n'y a aucune partie prenante qui a été associée à l'élaboration dans cette feuille de route. Et pour nous, on voulait assez que les calendriers sortent parce que l'avantage du calendrier électoral, c'est que ça a un caractère contraignant. Si les calendriers sortent, ça permet aux populations, aux militantes et militants de surveiller et de préparer les opérations, mais surtout de surveiller les opérations. Mais lorsque vous lisez les calendriers de M. Kadima tel que publié, vous allez constater qu'il a balancé les périodes. Il vous dit par exemple, l'enrôlement se fera de telle période à telle période. Mais il ne vous dit pas les séquences de manière spécifique, que tel jour, telle date, il y aura telle opération. Telle date, il y aura telle opération. Ça, c'est le premier élément qui montre déjà que ce calendrier est irréaliste. Ce calendrier n'est pas techniquement bien outillé, bien ficelé pour nous donner les élections dans le délai. Il y a flottement. Deuxième chose, si vous entrez toujours dans les dates, quelque part, il vous parle par exemple de la promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Mais la CENI ne répond que la disposition constitutionnelle, le principe constitutionnel. Parce que le principe constitutionnel dit que lorsque la loi est votée au niveau du Parlement, le Parlement transmet la loi au niveau du président de la République pour promulgation. Or, pour promulgation, le président de la République n'a que 15 jours pour promulguer. S'il ne promulgue pas dans le 15 jours, la loi est réputée promulguée. Or, la CENI a tenu compte de ces 15 jours sans relever le fait qu'il y a une disposition, un alinéa qui donne le pouvoir au président de renvoyer même la loi pour seconde lecture en cas de flou, s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans les termes de la loi telle que votée au niveau du Parlement. Ça n'a pas été intégré dans les calculs que les calendriers de M. Kadima présentent tel que ça a été proposé. Donc, ce sont là les éléments qui montrent qu'il y a eu justement un calendrier pour la consommation extérieure, mais techniquement, vous sentez qu'il n'y a pas eu des séquences bien calculées, bien préparées, parce qu'il fallait tenir compte de cette spécificité. Il se pourrait que le président ne promulgue pas pour tel ou tel autre élément qui violerait peut-être la Constitution, qui ne toucherait pas directement à tel ou tel autre élément. Il peut renvoyer pour seconde lecture. Il y a un autre élément, par exemple, lorsqu'il parle de l'enrôlement des électeurs. La CENI a créé 3 aires opérationnelles.
Par aire opérationnelle, la CENI donne 30 jours pour enrôler les électeurs. Or, elle-même, la CENI, dans ses estimations, elle pense qu'elle pourrait faire enrôler près de 50 millions de Congolais. Cher Mario, moi je me pose la question. Lorsque en 2006, parce qu'on a connu 3 cycles électoraux déjà dans notre pays. En 2006, on avait moins de 30 000 électeurs. En 2011, on a eu plus ou moins 30 000 électeurs. En 2018, on a eu plus ou moins 40 000 électeurs. Si vous questionnez ces 3 cycles électoraux qui n'ont pas donné autant d'électeurs que prévoit le calendrier ou les projections de la CENI actuelle, c'est-à-dire M. Kadima avec 50 millions d'électeurs, on a connu pas moins de 6 mois pour enrôler ces Congolais. En 2006, je crois, on a fait 9 mois pour enrôler. En 2011, on a fait, je crois, près de 18 mois. En 2011, donc, on n'a pas pris moins de 6 mois pendant tous ces 3 cycles électoraux. Peut-être qu'avec la nouvelle technologie, avec la nouvelle technologie, il faut dire aussi l'expérience aussi. Nous en avons déjà 3. Donc, moi, je me dis, en tant qu'intellectuel, sûrement qu'on a pu réparer les erreurs du passé. Ils se sont rattrapés, surtout qu'il y a quelques experts de la CENI qui sont déjà guéris, qui sont là. Peut-être qu'ils ont réparé les erreurs du passé. Puisque vous parlez des experts, Mario, nous n'étions pas, lors de la présentation des matériels, de machines de M. Kadima au niveau du Palais du Peuple pour expérimenter cette nouvelle technologie telle que vous l'évoquez. Mais les compatriotes qui étaient là-bas nous ont renseigné que les experts eux-mêmes qui présentaient la machine ont tenté de présenter justement l'opération, ces opérations, comment ça va se dérouler, mais l'expert lui-même a pris près de 30 minutes pour se faire enrôler. Si déjà l'expert lui-même prend plus de 30 minutes, à combien plus forte raison la maman, voilà. Puisque nous avons le privilège de sillonner le fin fond, l'intérieur de notre pays, les provinces de la République. Nous savons comment les gens ont les difficultés, même pour la machine à voter en 2018, il y a eu des problèmes. Mais maintenant, espérer faire enrôler 50 millions de Congolais dans 3 mois, 90 jours, je trouve que c'est vraiment irréaliste, c'est de l'utopie. Et moi, je conclus en disant, et au-delà de toutes ces données, des dates, données techniques, la CENI elle-même parle de contraintes. Parmi les contraintes, elle évoque les contraintes sur le plan de finances, les contraintes sur le plan de la logistique, les contraintes sur le plan sécuritaire. Ce sont des questions majeures. Parlons de la logistique. Nous savons tous, vous et moi, vous êtes un grand journaliste, cher Mario, vous savez que la MONUSCO était pour beaucoup dans le déploiement des matériels pendant les 3 cycles électoraux que nous avions connus dans notre pays. Mais maintenant, la MONUSCO n'est presque pas existant en République démocratique du Congo. La MONUSCO n'est plus c'est plus cette MONUSCO qui était... Ce n'est plus cette MONUSCO avec la logistique, avec tout ce qu'elle avait. Maintenant, comment la CENI va s'y prendre, avec quels moyens, avec quel matériel pour déployer ces matériels dans ces pays continents que nous avons. Ça, c'est un sérieux problème. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'avion, nous n'avons pas de bateau, nous n'avons rien du tout. Est-ce le délai tel que prévu par le calendrier de M. Kadima pourrait-elle être respecté? Moi, je dis non, ça sera très difficile. Sur le plan de finances, j'ai vu Patrick Mouya dire que le gouvernement, le régime va s'assumer, va payer. Tant mieux, mais dans quelle période, pendant combien de temps, quelle séquence, que l'on nous dise comme ça, on sait voir qu'il y a effectivement cette volonté. Il ne faut pas que l'on dise de manière générique qu'on va financer sans nous donner la ventilation, comment ça va se passer. Deuxième chose, la question sécuritaire. C'est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, nous irons, nous Congolais, nous acceptons d'aller voter sans nos compatriotes de Bunagana, sans nos compatriotes de Rutshuru, sans nos compatriotes de Maïndombe, ici, au niveau de Kwamut? Ce sont là les questions que nous devons nous poser. Puisque si nous prenons ce risque d'aller voter sans la présence, sans nos compatriotes de ces territoires-là, eh bien, nous consacrons la balkanisation. Et si nous allons voter avec nos compatriotes là, dans la situation actuelle qu'ils traversent, nous allons faire voter les étrangers, tout ça. Donc, c'est un risque aussi. C'est un risque énorme. Donc, tout ça, ça nécessite justement que nous puissions réfléchir, nous puissions nous mettre autour d'une table. Nous concluons pour dire que ce que la CENI a fait, ça montre que, comme on dit, de deux choses l'une. Soit
la CENI sait très bien que elle ne sera pas en mesure de nous donner les bonnes élections dans le délai, parce que nous tenons au délai, au respect du délai constitutionnel, et la CENI sait qu'elle ne pourra pas être capable de donner les élections dans le délai constitutionnel. Voilà pourquoi elle a voulu balancer son calendrier, tout en sachant que c'est un calendrier irréaliste, mais du moins il veut se dédouaner au niveau de la population en disant que moi je fais ma part, le reste ce sont les autres. Comme ça il est quitte, il est à l'aise. Soit il veut, malgré les contraintes, malgré les incohérences au niveau des dates telles que ça se présente dans son calendrier, il veut quand même nous donner des élections bâclées pour se débarrasser de la situation, et en ce moment-là, il y aura des conséquences, crise, vérité, de répercussions. Donc, ce sont là les deux hypothèses. Nous disons, pour éviter tout ça, il y a possibilité que nous puissions trouver un minimum de consensus. Non pas pour se partager les pouvoirs, parce que les gens pensent que lorsque vous parlez du consensus, lorsque vous parlez... Parce que généralement, ils ont remarqué, les populations savent que quand on se partage le pouvoir, il y a consensus, il faut partager le pouvoir. Non, mais ce sont les politiciens congolais, ce sont les politiciens congolais qui ont habitué les populations. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la logique des cinq politiciens. Donc il y aura éventuellement d'autres personnes qui vont venir. Nous ne partageons pas l'idée du glissement. Nous disons qu'il est possible que nous puissions d'abord nous mettre autour d'une table pour que nous puissions techniquement mettre nos experts, nos techniciens ensemble pour que nous puissions voir toutes ces éventualités, comment les contourner, comment les éviter. S'il y a possibilité de les éviter, nous mettons les intelligences en place pour que ensemble nous puissions les éviter. Mais au cas où nous nous retrouvons dans l'impossibilité, là l'avantage c'est que toutes les parties prenantes seront là. Nous allons de bonne foi constater qu'ici, effectivement, il y a sérieux problème. Ça nécessite 2 jours, 3 jours de glissement. Là, ça pourrait être partagé au niveau de l'opinion et tout le monde va s'assurer. Avec les politiciens congolais, les gens ont toujours peur. 2006, moi je crois que c'est question d'être vrai. 2006, il y a eu pratiquement les mêmes problèmes. Enfin, des problèmes similaires de sécurité de financement. 2011, on arrive avec on a pratiquement les mêmes problèmes. On vient avec Corneille Nangaa. L'opposition s'était même déchaînée. Il y a eu des marches, je crois que vous avez participé. À l'époque, vous étiez toujours dans l'opposition. Il y a eu beaucoup de choses. On a dénoncé, mais à la fin, il y a eu les élections. Et cette année, c'est pratiquement les mêmes problèmes. On a comme l'impression que les opposants ont toujours cherché à fouiner, à chercher la perfection, alors que nous savons que cette démocratie est fragile. Non, nous savons effectivement que la démocratie est fragile dans notre pays. Voilà pourquoi nous disons que nous devons à chaque étape développer cette culture démocratique, cette culture d'échange, la culture de discussion en vue de permettre à ce que nous puissions baliser les chemins, préparer ce que nous sommes appelés à faire. Mais si les gens ne veulent pas discuter, les gens ne veulent pas se parler, c'est là où ça crée des frustrations et ça met en mal justement cette démocratie que nous sommes en train de construire avec peine. Voilà. Donc nous disons, si nos camarades de l'autre côté sont vraiment de bonne foi, ils veulent que ensemble nous puissions préserver la République, ils veulent que ensemble nous puissions mettre en avant-plan l'intérêt des Congolais, ce n'est pas un péché que de trouver le minimum de consensus. Le consensus ici sera autour du processus. Nous allons nous poser des questions techniques. Ce consensus avec quel timing? Dans 1 semaine, 2 semaines? C'est faisable. Nous on disait au niveau de la MOCA, par exemple, que dans 3 jours, il est possible que nous puissions nous mettre d'accord autour de... Avec les acteurs politiques congolais. 3 jours. Bien évidemment. D'ailleurs, nous disons qu'il n'y aura pas des acteurs politiques. Nous allons envoyer nos experts. Chaque partie prenante, la CENI, la résistance, l'opposition, la majorité, vous envoyez des experts. Les experts vont travailler en techniciens, en experts, et ils nous apportent les données. Ils vont nous éclairer par rapport à notre long terme. Ces experts qui seront coachés par les présidents des partis politiques. Non, parce que nous ne maîtrisons pas toutes les données techniques, toutes les intelligences de la technologie, et ils vont travailler et ils vont nous amener, ils vont nous montrer le bon chemin et ce qui ne pourrait pas être bon. Ça peut nous aider justement à aller de l'avant. Maître Brochard, en tout cas, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, en peu de mots.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de la République rapidement? La République est en danger. Nous devons noter qu'il y a justement, comme je l'ai dit, ces projets de balkanisation, il y a ces plans internationaux de vouloir couper les Congos en plusieurs morceaux, et nous devons rester vigilants comme peuple. Pour rester vigilants, nous devons parler les mêmes langages, nous devons nous mobiliser pour soutenir toutes les initiatives qui peuvent conduire à ce que nous puissions donner une main forte à nos FRDC pour combattre et préserver l'intégrité du territoire national. Donc voilà, le nouvel élan a présenté ses idées par l'entremise de son initiateur Adolphe Muzito, quitte aux autres leaders aussi de présenter les leurs. Comme ça, nous allons débattre autour de ces idées, voir ce que nous pouvons exploiter pour sauver la nation, sauver la patrie. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Nouvel Élan. Merci, Maître Blanchard Mongomba, d'être venu. C'est vraiment un plaisir de vous avoir. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de questions, mais nous courons derrière le temps sans arriver pratiquement à la fin. Grand merci à tous les internautes qui nous écrivent. Merci à vous, à tous les téléspectateurs de Kinshasa, de Brazzaville. Nous disons grand merci à vous aussi. Et par la même occasion, nous profitons pour dire joyeux anniversaire à Vanessa Mongomba Bompé depuis les États-Unis d'Amérique, à cette grande dame. Joyeux anniversaire qui a l'habitude de nous suivre depuis les États-Unis. Joyeux anniversaire, beaucoup de bonheur pour la suite. Nous sommes arrivés à la fin. Serge Makoso était à la réalisation, Rodi Louadjo à la caméra, ainsi que Freddy Takidi. La rediffusion, je l'ai dit, c'est le jeudi à 14h25. Mais l'émission continue sur la chaîne YouTube de Kanaki Télévision, Kanaki YouTube. Vous allez suivre Maître Blanchard. Allez, je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.